Bienvenue à tous dans ce webinaire de lancement des Journées nationales d'action contre l'illettrisme en Normandie. Donc, vous avez répondu nombreux à être présents pour ce webinaire. On vous en remercie dès à présent. Donc, on est en mode webinaire. Donc, vous allez garder vos micros et caméras coupés en tant que participants. Seuls les intervenants auront leur micro et leur caméra actifs. Néanmoins, vous pourrez évidemment réagir tout au long du webinaire à travers l'onglet de conversation, qu'on appelle aussi le chat, mais j'aime bien parler en français, que vous trouverez en haut à gauche. Normalement, selon la configuration, c'est plutôt en haut à gauche. N'hésitez pas, il y a des gens qui ont déjà commencé à se présenter, si vous voulez vous présenter dans ce petit onglet de conversation, il est fait pour ça. Et puis, au-delà de vous présenter, vous pourrez évidemment poser des questions, réagir. C'est vraiment cet outil-là qui nous servira aujourd'hui pour communiquer entre nous, puisque vous êtes plus d'une centaine de participants à avoir répondu présent. Alors, on verra si tout le monde se connectera, mais voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé. On va utiliser des supports qui vous seront envoyés après le déroulé. Donc, voilà, on vous les partagera. Ce webinaire est enregistré, c'est-à-dire qu'il sera visible en replay. Vous pourrez le regarder pour ceux qui se sont inscrits, qui n'ont pas pu participer, pour le regarder a posteriori. Il sera mis en ligne dans quelques temps. Alors, le replay n'est pas disponible à l'issue, je le dis tout de suite, du webinaire, parce qu'il y a un petit temps de montage qui doit être fait par une de nos collègues. Donc, voilà, il sera disponible d'ici, je pense, une bonne semaine. Mais vous en serez informé aussi, on communiquera dessus. Voilà pour les modalités pratiques. Je pense que je n'ai rien oublié. Si j'oublie quelque chose, mes collègues vont me le dire. Sur les modalités pratiques. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment ça va se dérouler. Et je vais présenter les intervenants. Puis vous le voyez dès à présent à l'écran, puisque j'ai partagé le support. Cette année, on a voulu encore une fois, essayer d'innover en Normandie, puisqu'on sait qu'en Normandie, on a une forte mobilisation depuis des années pour ces JNAI, que voilà, on est quand même reconnu comme une région très mobilisée pour ces journées-là. Et on s'est dit, cette année, ce qui serait vraiment bien, c'est si on pouvait avoir un parrain de renom. Et donc, on s'est lancé, on a contacté à l'initiative d'Aïcha Talbi, ma collègue ici présente, on a contacté Michel Bussy, célèbre auteur français originaire de Normandie, et qui nous a fait la gentillesse de répondre spontanément oui à cette demande et d'être présent aujourd'hui avec nous. Donc, on va démarrer ce webinaire avec une interview de questions que qu'Aïcha posera à Michel Bussy. Vous pourrez évidemment réagir, comme je l'ai dit, pendant cette interview via le chat, si vous avez des questions. Et puis après, on va rentrer aussi dans la présentation un peu plus de ce que sont les JNAI. Donc là, ce sera Géraldine Chambon, chargée de mission régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui va un peu plus présenter les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et puis, on aura 3 témoignages après de participants. Nous aurons d'abord Myriam Touzeau d'Ocapiat, conseiller aux actifs, qui va revenir sur l'expérience d'Ocapiat dans les JNAI. Sandrine Foudreux, après, qui est référente partenariat, qui est directrice adjointe, excusez-moi, à la médiathèque d'Elbeuf, nous fera un retour sur une journée qui avait été organisée par la médiathèque. Et puis Florence Toulet, qui elle est référente partenariale savoir essentiel, nous parlera d'un projet qu'ils ont en tant qu'organisme de formation. Et puis après, on finira sur revenir sur les actions qu'on peut aussi vous présenter de manière plus largement après ces témoignages, vous donner d'autres idées d'action, et puis enfin la labellisation, puis comment on peut travailler tous ensemble. Voilà pour le menu de cet après-midi. Je vous rappelle, ce webinaire, il est prévu de 14h à 15h30. En général, on essaye de tenir toujours notre timing et de ne pas déborder. Je le redis, posez vos questions dans le chat, on va être actif à regarder ce que vous nous dites. Et puis là, je laisse la parole à Aïcha pour l'interview de Michel Bussy. Merci Sandra. Bonjour à tous. Michel Bussy, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Ça passe très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre parrain cette année. C'est une grande première pour nous et c'est un véritable honneur que d'avoir
que d'avoir, Michel Bussy, comme parrain, normand. Alors Michel Bussy, j'ai préparé quelques petites questions, mais peut-être qu'avant vous voulez, dire un petit mot d'introduction avant que je ne vous pose la première question? Ah non, moi je suis très flatté d'être votre parrain pour cette année, pour cette belle action sur l'illettrisme. C'est vrai que quand on est écrivain, euh, on s'adresse beaucoup, on rencontre beaucoup de lecteurs en médiathèque, en bibliothèque, en librairie, etc. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier cette partie de la population. Enfin, on pense à la partie de la population qui ne lit pas, qui est majoritaire en fait, qui ne lit pas de livres. On a tendance à oublier peut-être ceux qui ne peuvent pas lire parce que ils ne savent pas lire ou ils lisent trop mal pour déchiffrer un livre entier. Et donc, c'est important, je pense, aussi de penser à eux. Et peut-être effectivement que les écrivains, en tout cas tous ceux qui jouent, dont le métier c'est de jouer avec les mots, peuvent jouer un petit rôle aussi voilà, pour ceux qui sont encore plus loin de la lecture. Merci beaucoup Michel pour ce petit mot d'introduction. Alors Michel, vous êtes un écrivain, connu, hein, et reconnu. Vous mettez à l'honneur votre région, notre région, la Normandie, et vous œuvrez beaucoup pour donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge, hein, puisque vous avez aussi écrit des petits, ouvrages pour les jeunes et certaines de vos œuvres ont été, adaptées, en BD. On voulait savoir d'où vous venez cet engagement pour la promotion de la lecture? Ben, en fait, alors il y a beaucoup de choses hein, qui me raccrochent à la lecture. Moi d'abord, puisque voilà, enfant, je fais partie d'une génération qui n'avait que les livres pour s'évader. Il y avait pas, il y avait très peu d'écrans en fait. Les seuls écrans, c'était la télé. Et la télé, eh bien, évidemment, même quand on est enfant, il n'y avait pas beaucoup d'émissions pour les enfants. Donc en fait, vraiment, la lecture, c'était l'évasion. Enfin, aujourd'hui, parfois, peut-être pour des enfants, ça paraît comme un loisir sérieux par rapport aux écrans, jeux vidéo, etc. Mais en tout cas, moi, ma génération, la lecture, c'était quand même une vraie source d'évasion. Voilà. Et que ce soit la BD, évidemment, que ce soit les magazines, que ce soit les livres. Donc ça, c'est déjà ça. C'était vraiment synonyme de plaisir et même parfois même de transgression, c'est-à-dire qu'on allait lire des choses qu'on n'avait pas tout à fait le droit de lire ou qu'on voilà. C'était vraiment une ouverture sur le monde. Donc il y a ce lien-là avec la lecture qui est depuis tout jeune, vraiment. Après, j'ai aussi un lien particulier avec sans doute les bibliothèques. Moi, il y avait le bibliobus qui passait dans mon petit village Manoir-sur-Seine. Après, il y avait une petite bibliothèque pour tous quand j'ai déménagé à Pont-de-l'Arche. Donc, c'est vrai que ces bibliothèques ou ces lieux où on trouvait des livres, c'était aussi un moyen d'accéder, là encore, c'était un peu des cavernes d'Ali Baba, où on pouvait se servir et aller, voilà, comme ça, prendre soit des livres, des gros livres sérieux, soit voilà, des Bob Moran, enfin voilà, de tout, et de l'humour, enfin voilà, je découvrais le monde grâce aux mots et de ces lieux qui finalement permettaient d'emprunter, souvent d'ailleurs, sans vraiment que ma maman s'en mêle, puisqu'on allait prendre les livres qu'on voulait, alors, etc. Donc voilà, donc il y avait une part d'autonomie aussi dans les mots. Souvent les mots, les livres, on les lit seul dans sa chambre, etc. Donc aujourd'hui, les ados fonctionnent sans doute beaucoup par les réseaux sociaux. Du coup, mais à l'époque, c'était effectivement cette façon de se connecter, c'était les livres et les mots écrits par d'autres. Et voilà, puis dernière petite chose, peut-être que j'y reviendrai après, mais c'est vrai que j'ai aussi un lien peut-être particulier aux mots et à l'écrit, enfin à la lecture, parce que ma mère était institutrice et elle a pendant pratiquement toute sa carrière, hein, donc 40 ans, enseigné au CP. Et donc, son rôle, c'était d'apprendre à lire et à écrire à des enfants. En plus, c'était au Manoir-sur-Seine, donc dans un milieu assez ouvrier, où il y avait quand même beaucoup d'enfants qui étaient en difficulté. Et effectivement, son métier, ça a été de leur apprendre à lire, et qu'à la fin de l'année, tous les enfants qui passaient par sa classe sachent lire et écrire. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Et c'était évidemment un engagement fort, important, qui passait parfois par un apprentissage
parfois difficile, hein, parfois sévère, parfois un peu à l'ancienne, mais voilà, mais elle avait cette expérience qui lui permettait de s'adapter à chaque enfant pour que chaque enfant arrive à lire et écrire. Et c'était évidemment un enjeu fort. Et moi, j'ai toujours vécu effectivement avec une maman qui voilà, qui se pestait contre ses enfants, qui disait je vais y arriver, et qui finissait toujours par y arriver avec ses enfants. Donc c'est un enjeu fort. Et puis quand elle est partie en retraite, elle a fait pendant longtemps de l'alphabétisation, donc elle a continué de s'occuper d'enfants en difficulté dans des associations, donc voilà, de faire des cours supplémentaires associatifs. Et puis l'alphabétisation en prison à Val d'Oreuil, notamment, pendant 15 ans, elle a appris à lire et écrire à des prisonniers, soit français qui ne le savaient pas, soit étrangers, beaucoup, qui avaient besoin d'apprendre la langue française aussi pour se réinsérer. Et voilà, et donc c'est aussi été baigné par l'importance de simplement savoir lire et écrire. Enfin, le simple fait de savoir lire et écrire, c'était déjà quelque chose qui permettait à des gens de s'insérer. Donc voilà, donc au-delà effectivement d'être capable d'écrire des romans, il y a eu cette simple chose que moi, voilà, ma maman elle a 90 ans aujourd'hui, et donc voilà, donc j'ai toujours voilà, cette, cette importance toute bête juste de savoir lire. Voilà. Alors, vous venez de tracer en quelques minutes vraiment la trajectoire de l'importance en fait de la lecture et des apprentissages de la toute petite enfance. Jusque, en fait, tout le long de la vie quotidienne des gens, hein, qui peuvent, donc tout le long de la scolarité, mais aussi après, on peut réapprendre, vraiment à tout âge et à chaque moment de la vie, donc et puis là, vous venez de nous faire, avoir un petit rebond en arrière, hein, j'ai connu aussi le bibliobus. Enfin, je suppose que beaucoup d'entre nous avons connu le passage du bibliobus. Effectivement, c'était une autre période. Mais ça démontre ce que vous dites, l'importance en fait des actions, culturelles et de l'accès aux livres dès la petite enfance en fait. Donc merci beaucoup pour ce témoignage et ce moment aussi intime de votre maman de nous retracer un petit peu son parcours. Par rapport à votre travail d'écrivain ou, s comment vous imaginez le lien avec votre engagement? Puisque là vous nous soutenez sur la lutte contre l'illettrisme, ça vaut quand même un petit engagement de votre part. Comment vous liez un petit peu comment vous imaginez le lien entre votre métier, d'écrivain et votre engagement dans cette cause qu'est l'illettrisme. En fait, alors ça peut éventuellement apparaître un peu déconnecté dans le sens où évidemment, j'écris des romans et on va pas demander tout de suite à quelqu'un qui ne sait pas lire ou sait mal lire de lire un roman. Heu, moi je pense peut-être moi par exemple j'ai la chance que mes romans soient adaptés en bande dessinée ou souvent en séries télévisées aussi. Et je pense que l'intérêt, c'est de montrer à quel point, par les mots et par donc le fait, par exemple, d'être écrivain, on accède à un univers imaginaire qui est précieux et qui est extrêmement vaste. Et comment dire, c'est ce que je fais quand moi, par exemple, j'ai fait quelques ateliers d'écriture, où j'ai notamment enseigné comme j'étais prof à des étudiants, etc. Ou parfois quand j'interviens en collège ou en école primaire, je dis toujours aux enfants ou aux jeunes adultes, euh, l'écriture, c'est notamment l'écriture créative, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre de façon sérieuse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre de façon euh, sévère, de façon scolaire, même si évidemment il y a une dimension scolaire pour apprendre à savoir lire et écrire, mais ensuite la partie écriture, s'amuser à écrire, c'est quelque chose qui n'est pas scolaire. C'est-à-dire chacun peut employer ses mots, c'est-à-dire qu'on sait tous parler, on sait tous communiquer, et à un moment donné, mettre des mots, c'est juste, euh, comment dire, parler ou penser en mots et simplement prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire quand on parle, eh bien, quand on dialogue, quand on discute, évidemment, on va échanger des idées, etc. On n'a pas toujours le temps de penser à ce qu'on dit. Et parfois même, on se dit, ah, c'est dommage, si là, j'ai Mmh. bafouillé, là, j'aurais pu dire quelque chose de plus intéressant, là, peut-être que j'ai raté l'occasion de faire mon malin. Et effectivement, l'écriture, ça n'est jamais qu'un moyen de communication, on emploie les mêmes mots qu'à l'oral, mais avec un petit temps de réflexion supplémentaire qui nous permet d'être plus précis dans le sentiment qu'on veut exprimer.
Voilà, si on ne sait pas si on se place par rapport à deux amoureux et que voilà, on veut dire quelque chose à son amoureux ou son amoureuse, eh bien, on peut bafouiller sur le moment direct, on peut ne pas trouver les bons mots. Et quand on va écrire une petite lettre d'amour ou simplement une invitation, eh bien, on va essayer de peser les mots avec son cœur, avec, etc. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est que, en fait, le fait de pouvoir maîtriser les mots, de pouvoir les lire, les écrire, il n'y a pas besoin d'être Victor Hugo, il n'y a pas besoin d'être voilà, d'être capable d'écrire un roman de 500 pages. Mais ce qui est, à mon avis, très important, c'est d'être capable d'être assez à l'aise pour ne pas avoir honte et de se dire, bah voilà, moi, je peux écrire un texto qui va faire 20 mots. Et pourtant, ce texto, il va vraiment exprimer ce que je suis, ce que je veux dire à la personne qui va le recevoir, sans avoir honte, sans avoir bah, finalement les mots expriment le contraire de ce que je voulais dire, etc. Donc ça, je pense que c'est ça. C'est pas voilà, c'est un don ou c'est peut-être une chance de pouvoir écrire des romans ou de pouvoir écrire des poésies ou des chansons ou du rap, enfin que sais-je. Voilà, il faut sans doute avoir un goût ou un talent particulier. Mais par contre, tout le monde communique par écrit. Tout le monde a besoin à un moment donné d'écrire quelque chose, ou tout le monde a de toute façon besoin de penser à ses mots et se dire, voilà, j'ai des choses dans la tête et il faut que je les range dans le bon ordre. Et ben, c'est une façon d'écrire. Voilà, donc ça, je pense que c'est ça. Et puis moi, j'ai toujours été surpris par la façon dont notamment des enfants, parfois, qui ne sont pas forcément les meilleurs à l'école, vont à un moment donné être capables d'exprimer des émotions très fortes, des images incroyables à travers des mots, simplement parce que ces enfants, ils ont de l'imagination ou qu'ils ont vécu quelque chose. Et on sent que c'est vrai, on sent que le mot, il est juste ou il est surprenant. Voilà, et parfois, nous, adultes, on est plus rationnel, plus scolaire. Il faut que les phrases soient bien construites, etc. Et parfois, on est voilà, surpris par la spontanéité voilà, d'un échange. Donc ça, c'est ce que j'essaie toujours de dire, c'est que d'abord, il n'y a pas de règle. Quoi. Tout ça doit être réinventé, voilà, et qu'il ne faut surtout pas avoir de honte. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'être privé de tout ça, c'est-à-dire de ne pas avoir accès à tout cet univers divers d'humour, de tendresse, de surprise, parce que simplement on ne maîtrise pas assez la langue et ses mots, ou on n'est pas capable de les écrire sans, voilà, sans bafouiller. Effectivement, ça va faire écho au travail qui est fait par, les organismes de formation de notre région, hein, qui prennent en charge, le public en situation d'illettrisme, qui regorgent d'idées pour pouvoir, leur rendre accessible cette lecture et cette écriture, pour que ce soit beaucoup plus, fluide, et essayer de ressentir tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est très important. Ils vous écoutent, hein, ils sont, là de l'autre côté de l'autre côté de votre écran. On aura, un ou 2 exemples tout à l'heure, un ou 2 témoignages, justement sur cet accès à la lecture et comment y travailler cette notion dans ces organismes de formation. Donc, c'est super, super important. Alors justement, vous avez, dans cette assemblée, des structures qui sont très diverses, hein, je ne vais pas tous toutes vous les citer, mais il y a des organismes de formation, il y a des associations, des bibliothèques, des du service public, des structures de service public et tout ce beau monde-là, vous écoute aujourd'hui dans ce webinaire parce qu'ils sont investis dans la lutte contre l'illettrisme. Ils vont mener des actions auprès de des publics. Alors quels conseils vous pourriez leur donner? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces structures qui, qui mènent ces actions aujourd'hui? Bah, je vais sûrement pas donner de conseils parce que je pense qu'ils sont bien plus compétents que moi pour ce travail. Ils ont beaucoup plus de données voilà, et, et d'expérience au quotidien. Donc voilà, donc j'ai pas me permettrai pas de donner des conseils. Après, la seule chose, c'est effectivement, je pense que la lecture, c'est une grande chaîne qui est particulièrement importante partout dans le monde, mais en particulier en France. Enfin, je pense qu'en France, on a la chance de vivre dans un pays où la lecture est reconnue.
aussi bien par les pouvoirs publics que par les élus, que par grand nombre d'associations, les médias. Enfin voilà, il y a quelque chose de presque fait dans la lecture en France, par le nombre de bibliothèques, etc. Et le fait même d'ailleurs que cette lecture soit sacrée, rend peut-être encore plus compliqué, renforce peut-être le sentiment d'exclusion de ceux qui ne savent pas lire ou écrire, justement parce que énormément de choses passent par l'écrit en France et par la maîtrise notamment de la lecture dès la petite enfance. Donc voilà, donc je pense que je vais dire ça, c'est que la lecture, c'est une chaîne. On voit bien par exemple que la lecture en France, elle s'appuie à la fois sur un secteur public, les librairies, enfin les bibliothèques, pardon, beaucoup d'aides, de services, de la lecture dans les collectivités locales, etc. Et puis sur le privé, hein, évidemment, à savoir évidemment les éditeurs de livres, et puis on pourrait rajouter effectivement tous les opérateurs qui obligent les gens, les enfants, les ados, etc., à écrire, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que la lecture, c'est comme ça un ensemble d'acteurs qui œuvrent pour que la lecture soit très importante en France. Elle est sans doute plus importante en France que dans d'autres pays. Et comme je le disais, c'est très important du coup que dans cette action vers les lecteurs, il y ait aussi une action vers ceux qui sont exclus de ça. Voilà, c'est un peu une grande cause publique, la lecture. Et donc, il y a une action envers ça. Donc, ceux qui ne savent pas lire et écrire. Peut-être, alors c'est pas du tout un conseil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois de mon regard d'écrivain, on a vraiment tendance à se focaliser sur le fait qu'il y ait de moins en moins de lecteurs, notamment parmi les jeunes, et le fait que c'est évidemment un véritable souci. On regarde des réseaux sociaux, on regarde des séries, des jeux vidéo, enfin, tous les autres supports que les enfants, que les ados utilisent dans leur quotidien, et qui a sans doute évidemment un vrai combat, une vraie lutte pour que les enfants lisent. Alors, je ne vais pas tout refaire, mais on connaît évidemment toute la vertu de la lecture pour le cerveau, pour l'imaginaire, pour le travail de concentration, enfin, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer là-dessus parce que c'est quelque chose de capital pour l'intelligence de nos jeunes et leur capacité à penser et se concentrer. Et peut-être qu'on a tendance parfois à oublier ceux qui simplement n'ont pas juste pas envie de lire parce que c'est fatigant, parce qu'il faut apprendre à lire, parce qu'il faut se concentrer, parce que ça va moins vite, etc. Et on a tendance à oublier ceux qui ne savent pas lire, ou peut-être, alors je ne connais pas assez le sujet, hein, vous le connaissez mieux que moi, mais qui peut-être progressivement vont se dire la lecture, c'est pas pour moi, et qui vont petit à petit s'éloigner, ne seront plus capables de lire. Peut-être voilà, peut-être qu'au collège, ils sont déjà plus capables de lire un livre de 200 pages, 200 pages, puis petit à petit, ils seront plus capables de lire 10 pages, et puis petit à petit, même un chapitre de 10 lignes, ça leur semblera trop long. Donc il y a quelque chose comme ça qui peut s'apparaître un décrochage progressif que je vois autour de moi, et qui fait que ben voilà, le fait de. Pour ça, je dis, il y a une espèce de boucle où tous les acteurs sont importants, parce que le fait d'essayer comme ça que des enfants continuent de lire, c'est qu'ils ne décrochent pas. Après, là aussi, c'est pas du tout un conseil, je ne me permettrai pas, mais c'est plus un constat. C'est notamment quand j'étais prof à la fac, et on collaborait avec beaucoup d'autres collègues, des linguistes, notamment des sociolinguistes, etc. Et qui semblait montrer que, en fait, les ados aujourd'hui, les adultes aussi, mais les ados, écrivent tout autant qu'avant, voire sans doute davantage. Évidemment, ils n'écrivent plus des lettres papier, mais par contre, ils écrivent beaucoup de SMS, de textos, ils lisent finalement beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un usage du langage et du mot qui est parfois extrêmement percutant, parce qu'il faut être capable, dans des forums, de trouver le bon mot, d'être celui qui va avoir des likes, et d'être celui qui va être capable, au milieu de, je ne sais pas, même dans des applications de rencontres, d'être celui qui est capable de faire de l'humour. Donc, en fait, cet usage du mot, il devient aussi un usage social, et je pense qu'il ne faut pas. C'est très important de développer la lecture des livres
et évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas du tout dénigrer toutes les autres formes de lecture et toutes les autres formes d'écriture, y compris celles beaucoup plus vernaculaires et quotidiennes. Et effectivement, moi, là encore, quand je rencontre des jeunes, etc., je leur dis, mais voilà, si vous savez bien lire ou bien écrire, ou si vous vous nourrissez de livres ou de choses, eh bien, vous allez vous apercevoir que si vous voulez être celui qui fait marrer les copains parce qu'il doit sortir la bonne punchline, comme on dit aujourd'hui, au bon Mmh. moment, eh bien, ça se travaille. Et peut-être que vous aurez besoin de faire 20 messages ratés pour qu'enfin vous trouviez votre ton, votre style, votre façon d'écrire qui va faire que là, les gens vous diront: ah oui, il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu, il a su exprimer les choses de façon. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose où on est dans un monde plus immédiat, c'est vrai, Mmh. dans un monde où les choses vont plus vite. Et donc, du coup, les mots, bah, on a aussi un usage des mots qui doit être peut-être plus précis, peut-être plus, voilà, plus percutant. Et c'est aussi un usage des mots. Donc ça, je pense qu'il faut aussi faire comprendre qu'à la fois savoir lire et écrire, c'est évidemment d'une utilité sociale, évidemment indispensable, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous rendre populaire, qui peut vous rendre, drôle, qui peut vous rendre séduisant, qui peut vous rendre, voilà, Mmh. intelligent, et voilà, et pas seulement le petit intello à lunettes qui va lire dans son coin. Voilà, l'usage des mots, c'est un reflet de qui on est, voilà. Tout à fait, vous avez, entièrement raison de nous rappeler cela. Je voudrais vous faire part de 2 réactions donc qui ont, là tout de suite en direct dans le chat de collègues, d'organismes de formation. Donc je vous lis le petit, mot d'Isabelle Adeline, qui vous dit ceci donc, elle a organisé avec un autre organisme de formation, un salon des écrivains normands. Avec, des rencontres dédiées entre des apprenants, hein, qui sont dans les organismes de formation et des écrivains pour échanger sur justement cette peur d'écrire. Eh ben, sachez que le discours des écrivains a permis, à certains apprenants de montrer, des écrits cachés qu'ils n'osaient montrer à personne. L'effet fut vraiment très positif. Donc voilà un 1er un 1er témoignage et puis un deuxième donc d'Adeline, Planquois, qui vous dit qu'au sein de son organisme de formation, nous essayons de promouvoir tout type de lecture, tout support afin que chaque apprenant puisse se raccrocher à la lecture sans avoir le sentiment d'être jugé. Toute lecture est bonne à prendre. Le réseau des bibliothèques de Rouen nous aide énormément en ce sens. Donc vous voyez, là, on a un exemple de collaboration, organisme de formation et bibliothèque qui est très important justement pour tous ces aspects dont vous venez de parler. Alors, je vais vous poser quand même une dernière petite question. Mmh. Michel, vous me faites la gentillesse d'être avec nous. Hem, Justement pour ces personnes donc aujourd'hui on est dans les journées, nationales d'action contre l'illettrisme qui ont pour but de faire entendre aussi aux personnes, concernées par l'illettrisme, donc des personnes qui ont été scolarisées, mais qui sont sorties du système scolaire sans maîtrise de la lecture-écriture. Hem, on veut donc démontrer à ces personnes qu'il est possible de s'en sortir et de résoudre ces difficultés et notamment de réapprendre à tout âge. Est-ce que vous avez un message pour ces personnes en situation d'illettrisme que les organismes pourraient leur faire écouter? Donc si vous aviez quelque chose à leur dire, qu'est-ce que ce serait? Bah, comme je disais, je trouve que le monde de la lecture et de l'écriture, c'est tout un monde parallèle qui permet de s'évader, qui permet d'exprimer des sentiments, qui permet d'exprimer toutes les pensées qu'on a dans son cerveau et qu'on n'arrive pas à faire sortir, et d'accéder aussi à la pensée, aux idées des autres. Donc je trouve qu'effectivement, l'écriture et la lecture, c'est vraiment non seulement un monde, mais c'est une multitude de mondes qui s'ouvrent à chacun. Et donc, effectivement, apprendre
c'est comme un voyage, quoi. Voilà, apprendre à aller vers ces nouveaux mondes, eh bien, ça peut faire peur. C'est comme de voyager, ça peut faire peur, ça peut sembler insurmontable. Et tous ceux qui voyagent, bah voilà, se disent, voilà, on a toujours un peu d'appréhension. Et puis après, une fois qu'on se lance dans le voyage, bah, on apprend sur le terrain, on apprend petit à petit. Et finalement, ça permet effectivement de nouvelles expériences, comme je dirais, d'aller vers un nouveau monde, d'aller vers, et même plusieurs nouveaux mondes, une multitude d'autres mondes. Et voilà, et donc c'est vraiment extrêmement dommage de se priver de ce voyage. Bien entendu, il y a l'utilité sociale de savoir lire et écrire. Mais surtout, ce que je retiens, moi, c'est ça. C'est l'idée que, un peu comme un voyage, on va essayer petit à petit de partir dans l'inconnu et déchiffrer. Moi, par exemple, qui voyage beaucoup, je suis souvent confronté à des pays étrangers où effectivement on ne parle pas la langue. Alors on peut toujours baragouiner un peu en anglais, mais c'est pas toujours évident et les autres ne parlent pas toujours anglais non plus. Donc on finit par se retrouver dans une situation où on est dans un restaurant, on ne peut pas lire, on n'a pas la capacité de lire, on n'a pas la capacité d'écrire. Et donc il faut quand même s'exprimer et c'est là que je me dis qu'effectivement, et puis on finit par y arriver, on finit par déchiffrer, on finit par se faire comprendre. Et donc, c'est ce voyage-là qui est merveilleux. C'est toujours très frustrant, je crois, de se retrouver face à quelque chose euh, sans pouvoir le comprendre ou sans pouvoir en comprendre toutes les subtilités, toutes les finesses, etc., de devoir en permanence se dire peut-être que je suis face à un malentendu, peut-être que je ne comprends pas, peut-être que j'interprète mal les choses. Et voilà, donc je pense que ce voyage-là, même petit à petit, même étape après étape, c'est quelque chose qui permet du coup d'accéder petit à petit à des portes qui s'ouvrent et de plus en plus. Donc voilà, donc il faut surtout avoir cette idée voilà, d'un voyage qui se fait kilomètre après kilomètre ou d'une porte qui s'ouvre petit à petit vers un ailleurs et vers quelque chose d'inconnu. Alors l'inconnu, ça fait peur, mais ça fait peur quand on n'y va pas. Et une fois qu'on est dans l'inconnu, ben, en fait, c'est plus un inconnu puisque finalement, on n'a pas le choix, on fait partie de l'inconnu. Merci beaucoup Michel Bussy de nous avoir accordé, ce temps d'explication et voilà d'avoir, de prendre la température aussi de votre ressenti et puis voilà, vous êtes notre parrain pour cette année, donc c'était important aussi qu'on puisse, vous entendre. Juste une petite nouvelle une nouvelle pour les participants qui nous écoutent. Michel Bussy nous fera la gentillesse, on va enregistrer donc après le webinaire une capsule vidéo d'un message, hein, que notre parrain, adressera à toutes les structures, qui mèneront des actions de lutte contre l'illettrisme, en Normandie et cette capsule vidéo et ben, on vous la fera, parvenir dès que vous aurez labellisé votre action, lutte contre l'illettrisme. Une capsule vidéo et message donc de Michel Bussy que vous pourrez, diffuser, au moment de la réalisation de votre action. Michel Bussy, on a très bien entendu votre message. On vous remercie à nouveau d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, on va continuer le déroulé de ce webinaire. Je vais repasser la parole à Sandra et on continue donc le fil du déroulé de ce webinaire. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Oui, merci, merci beaucoup, hein. Ces mots précieux et votre présence aujourd'hui, c'est vraiment important. Pour nous, du coup, encore, ça amène encore une autre dimension à ces journées nationales. Donc, on est vraiment très contente, puisque nous sommes des femmes, que vous soyez là aujourd'hui. Donc, le déroulé, je vais laisser la parole à Géraldine qui va vous parler un peu plus précisément des JNAI. Donc, je passe sur la petite diapo, Géraldine. Tu me dis quand tu veux passer. Voilà. Oui, je suis là. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Géraldine Chambon, chargée de mission en Normandie pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, plus communément, on dit ANLCI, voilà, et JNAI pour Journée nationale d'action de lutte contre l'illettrisme. Ça sera la 11e année cette année que cette campagne se tient. Comme le disait Aïcha tout à l'heure, ça a démarré par une mise en lumière de l'État qui avait considéré la lecture comme étant une grande cause nationale, donc en 2013. Et on
s'est rendu compte côté agence que cette mise en lumière avait permis à de nouveaux partenaires de s'engager, de visibiliser leur action contre l'illettrisme. Et depuis, le choix a été fait de renouveler l'expérience avec notamment un autre temps fort qui fut l'année 2015 avec la création du numéro vert contre l'illettrisme 0811 10 35. Et donc, on essaie avec des thématiques que vous pouvez retrouver là sur cette slide, qui ont été diversifiées. Et au fil des années, on s'est rendu compte d'une part que la campagne continuait à se développer, ce qui est formidable puisque, comme je disais, l'objectif, c'est de faire connaître sur le territoire, alors s'adressant le plus souvent avec beaucoup de supports écrits, mais l'enjeu étant de faire savoir aux personnes qui en auraient besoin qu'une offre de formation existe à proximité de chez elles et surtout, du coup, qu'il est possible de sortir des difficultés qu'elles peuvent avoir avec la lecture. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une pluralité de partenaires engagés. Donc, on sait en Normandie que historiquement, voilà, on a France Travail qui fait beaucoup de choses, on a des bibliothèques qui font plein d'actions super intéressantes, mêlant voilà, la médiation culturelle, l'accès à la lecture, de beaux partenariats avec des événements. On aura d'autres voilà, partenaires engagés les années précédentes qui vont témoigner après moi. Mais donc, le choix qui a été fait en 2023, c'est de garder la thématique de 2022. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'illettrisme est encore un tabou aujourd'hui. C'est alors pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas forcément m'étaler, mais on est dans un pays où voilà, l'école est gratuite, laïque, obligatoire. Du coup, le commun des mortels qui n'a jamais eu à entendre parler de ces sujets peut penser que du coup, l'illettrisme n'existe pas. Et donc, l'enjeu de la campagne, c'est de remettre un coup de projecteur sur ces difficultés et du coup, de sortir de ce tabou, c'est-à-dire pour les personnes concernées, d'être en mesure de pouvoir expliquer leurs difficultés et du coup, pour les personnes qui n'ont pas ces difficultés, d'avoir conscience que ces difficultés continuent à exister. Voilà, alors, je sais plus, ouais, il y a des affiches qui sont toujours disponibles. Lorsque vous proposez une action, elle vous arrive, mais je ne vais pas tout détailler là puisque j'ai l'occasion de présenter un peu plus tard la page web qui vous permet de labelliser votre événement. Et du coup, vous voyez ces visuels qui seront à nouveau disponibles cette année avec des petites phrases comme ça qui nous sont arrivées aux oreilles. Quand la parole se libère, il faut écouter, c'est une étape, les progrès suivent. Quand on en a parlé avec papa, il a bien vu qu'on ne le jugeait pas. Voilà, toujours cette histoire de tabou. J'en ai parlé avec mon meilleur pote. Il m'a répondu « Merci pour ta confiance, je vais t'aider ». Voilà, c'est parce qu'on sait que ça implique un certain nombre de démarches de sortir de l'illettrisme qu'il faut être en mesure d'entendre et que les personnes n'aient pas peur d'en parler pour qu'elles puissent ensuite être accompagnées. En parler, être écoutée, ça m'a libérée, ça m'a boostée. Et on a également des spots vidéo. Voilà. Je ne sais pas si on les regarde maintenant. Dans tous les cas, moi, je pourrais vous partager aussi le lien dans le chat. Je ne veux pas empiéter sur le temps d'après. Je peux essayer d'en lancer une, mais j'ai un doute d'avoir partagé le son. Donc, je tente, on voit. Non, on n'a pas le son, Sandra. Ouais, bon, ouais. C'est sous-titré. Ouais. Et puis, de toute façon, je crois que j'ai utilisé le temps qui m'était parti. Non, bah non. De toute façon, on vous donnera le lien sur toutes les. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vous donnera le lien. Donc, je ne vais pas retenir, parce que j'aurais pu essayer de remettre le son, mais elles sont très courtes, elles sont très bien, ces petites, oui, elles sont très courtes. spots. Et vous pourrez les utiliser. Mais comme je l'ai dit en introduction, on vous enverra cette présentation géniale là qu'on vous partage. On vous l'enverra par mail, de toute façon. Donc, on va pas continuer sur ce plan-là parce que je vais arrêter mon partage et laisser la parole puisque Géraldine donc reviendra après à la fin, elle l'a dit sur aussi tout ce qui est labellisation, tout ça. Mais avant, on voulait laisser la parole à, comme je l'ai dit en introduction, à plusieurs acteurs. Donc, je vais laisser la parole à Myriam Touzeau et je vais partager du coup le diaporama qui a accompagné sa prise de parole. Donc, Myriam, si au niveau du son, c'est bon pour vous. Et moi, je partage le diaporama. On va pouvoir y aller. C'est bon. Merci, Sandra. Bonjour à toutes et tous. Pas encore. Voilà.
Parfait, C'est bon, merci. Donc, je suis Myriam Touzeau, je suis conseillère aux actifs et référente illettrisme à Ocapiat. Donc, Ocapiat, c'est l'un des 11 opérateurs de compétences en France. Donc là, on passe au monde de l'entreprise. Donc, un opérateur de compétences, c'est un organisme qui accompagne les entreprises d'un ensemble de branches pour le développement des compétences et la formation de leurs salariés. Donc, Ocapiat est l'opérateur de compétences qui accompagne les entreprises de l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et les services au territoire. Donc, dans le cadre d'un accord cadre qu'on a conclu il y a quelques années et qui a été renouvelé, un accord cadre avec donc la NLCI, Ocapiat s'est engagé à conduire des actions de sensibilisation des entreprises afin qu'elles puissent accompagner leurs salariés en situation d'illettrisme et d'électronisme, afin qu'elles puissent leur proposer des solutions pour renforcer leurs compétences clés, sachant que dans les secteurs donc, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on estime à presque 10% la part des salariés en situation d'illettrisme. Donc, c'est un réel problème et on sait que les salariés sont limités dans leur évolution dans l'entreprise lorsqu'ils ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l'écriture et le calcul notamment. Voilà, donc on essaie de saisir effectivement ce moment clé des JNAI pour sensibiliser les entreprises. Donc, on a organisé des webinaires, notamment en partenariat avec le CARIF, la RIA, il y a déjà quelques années, et puis on a poursuivi des webinaires qui ont pour objectif de répondre aux questions des entreprises. Bon, j'en ai reprise quelques-unes. Là, les entreprises nous disent, bon, on sait qu'il faut vraiment s'intéresser à ces difficultés des salariés en lecture-écriture, mais comment savoir si j'ai des salariés en situation d'illettrisme, d'électronisme, quels sont les impacts économiques, sociaux pour mon entreprise, est-ce qu'il existe des solutions, quelles solutions, comment aborder la question avec les personnes concernées, comment sensibiliser les managers. Donc, c'est des questions qui reviennent et on leur montre en fait qu'il existe des solutions. Hein. Donc, il existe des outils pour diagnostiquer si l'entreprise est concernée par l'illettrisme et l'électronisme. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, là. Hein. L'objectif, ce n'est pas de présenter les outils, mais en tout cas, il existe un outil Evagile là, qui permet à une entreprise de savoir si elle est concernée par ces questions-là. Après, il existe des outils qui permettent d'identifier les salariés en situation d'illettrisme au sein de l'entreprise. Donc, on a au Capiat créé un outil qui s'appelle Cap Compétences Clés, qui permet d'évaluer le niveau en lecture-écriture, mais il en existe d'autres, EVA, etc. Et puis après, on voit avec le service RH, mais aussi avec la direction, mais aussi avec les managers, puisqu'il faut que toute l'entreprise porte ce projet d'évolution des salariés en difficulté avec les savoirs de base. On les aide donc à définir un plan d'action afin de garantir la pérennité de leurs emplois et de leur parcours professionnel par la formation, puisque souvent ce sont des salariés qui font tout pour ne pas faire connaître leurs difficultés, mais à un moment ou à un autre, dès qu'il y a des changements à intégrer dans la pratique, ils vont se trouver bloqués dans leur évolution professionnelle. Voilà, Sandra, si tu veux. Voilà. Donc là, je voulais, bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein, donc je voulais juste signifier qu'on avait financé donc au Capiat des parcours qui attestent de solutions qui existent et que les entreprises peuvent s'approprier pour faire évoluer les salariés. Donc, on a financé des parcours Cléa numérique. Donc, ça, ce sont des certifications interprofessionnelles qui attestent de la maîtrise des compétences généralistes qui vont être mobilisées quel que soit le métier exercé. Bon, on a aussi la certification PIX, là, qui atteste de la maîtrise des outils digitaux hein, qui peuvent être mis en place dans les entreprises, avec des financements, puisque nous, c'est notre rôle aussi de financer. Hein, avec donc des financements pour les entreprises de plus petite taille sur le plan de développement des compétences. On a aussi une offre régionale avec des stages courts
de remise à niveau. Et puis, sinon, il y a des possibilités de mobiliser certains dispositifs comme PROA, le compte personnel formation. Mais là, je ne vais pas développer, puisque vous aurez de toute façon dans le support les coordonnées de l'équipe au CAPIAT en Normandie, auprès de laquelle il faut se rapprocher pour mettre en place concrètement les choses dans les entreprises. Merci Myriam. En effet, je vois que le timing est respecté à la lettre en plus. C'est Bon. super. Je vous le dis, c'est bon, on est dans les temps et on est bien. Voilà, c'est pour voilà, qu'on on peut prendre le temps. Et j'incite, merci du coup Myriam d'avoir, du coup, ça permet vraiment de mettre en lumière aussi ce qui peut être fait au sein de l'entreprise, qui est, on le sait, voilà, le chiffre a été dit. Hein, on verra avec les nouveaux chiffres si on en a toujours autant, mais la moitié voilà, des personnes en situation d'éditrice sont en emploi, donc c'est important voilà, de vraiment prendre ça en compte et que des choses soient développées. Et puis du coup, porter à connaissance à travers l'exemple d'Ocapiat, voilà, il y a aussi plein d'autres choses qui sont menées par d'autres structures. C'est important de les connaître. Donc, on va enchaîner sur un autre témoignage, souvent sur un autre domaine, hein, le domaine des médiathèques. Je vais arrêter mon partage pour que Sandrine puisse partager son diaporama. Pendant qu'on fait cette petite manip technique, moi, je vous invite à ne pas hésiter à réagir via le chat, à poser des questions, s'il y a des choses parce c'est vrai qu'on peut peut-être aller assez vite sur certaines choses, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez des éclaircissements, apporter des précisions aussi, hein, parce que pour que ce soit participatif, hein, vous êtes près de 70 à être connectés avec nous, c'est voilà. On est content de voir qu'il y a autant de monde qui suit ce webinaire. Donc, Sandrine, je vois que c'est bon, le partage est bon, donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Sandra. Alors, à la médiathèque d'Elbeuf, ça fait déjà quelques années qu'on s'inscrit dans le programme des JNAI, puisque en fait, l'axe de la prévention de l'illettrisme a été inscrit comme un axe prioritaire d'action dans le contrat territoire lecture que nous avons signé avec la DRAC en 2021 et qui arrivait à échéance en 2023. Donc en 2023, on a souhaité monter un événement sur une journée entière, un événement qu'on a porté avec plusieurs partenaires du territoire. C'était vraiment important pour nous de ne pas le mener seul, mais de le faire en y associant des organismes du territoire. Alors, on avait avec nous des organismes de formation, donc éducation et formation, Initia Formation, le Greta, auquel s'est associé aussi Pôle emploi. On avait aussi vraiment comme volonté forte de porter cet événement avec des personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire de les associer à la construction de l'événement. Et on a voulu que ce soit une journée qui soit accessible au grand public, mais qui apporte aussi des réponses aux professionnels. Donc, on a conçu une action en 3 temps. D'abord un temps de forum, un atelier de slam et on a terminé la journée par une soirée autour d'un ciné-débat. Alors, je vais vous parler d'abord du forum. Alors, le forum, on a axé en fait notre action dans 3 directions. D'abord, la thématique du jeu. On a voulu vraiment aborder les questions des savoirs essentiels, lire, écrire, compter, sous une forme ludique, en essayant de dédramatiser un petit peu tout ça. Et en fait, ce sont les stagiaires d'éducation et formation qui se sont emparés de cette thématique, qui l'ont conçue comme un projet pédagogique et qui ont imaginé différents jeux de type fabriquer des mots, mémorie, baccalauréat, enfin plein de jeux autour des mots, des lettres, des chiffres, des jeux qu'ils ont imaginés d'un bout à l'autre. Ils ont imaginé, créé, découpé, collé, réfléchi à la mise en espace, à comment on allait décorer, installer. Ils ont aussi, comment on allait aussi expliquer les règles du jeu. Donc, ça mettait vraiment plein de compétences en jeu et ça a été vraiment une partie très intéressante. C'était des jeux à destination des adultes et des enfants. Ensuite, sur le forum, on avait tout un volet aussi d'information. Donc là, chaque partenaire du secteur de la formation disposait d'un stand où il pouvait exposer les parcours de formation, enfin toutes les solutions qui peuvent s'offrir aux personnes en situation d'illettrisme.
Et puis, c'était aussi important pour nous de valoriser des parcours de sortie de l'illettrisme. Et pour ça, on avait fait des captures vidéo de personnes, en fait, qui avaient suivi des parcours de formation et qui avaient réussi à se sortir de l'illettrisme et qui témoignaient en vidéo avec des vidéos qui étaient diffusées en continu sur tout le temps du forum. Sur le même temps, on a aussi proposé un atelier de slam qui était à destination de personnes en grande difficulté avec la lecture et l'écriture. Un atelier qu'on a conçu vraiment avec une très grande liberté dans l'approche, c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'exprimer sur le sujet qu'ils voulaient. Ils pouvaient le faire seuls ou en binôme s'ils se sentaient plus à l'aise en binôme. Voilà, on leur a vraiment laissé carte blanche avec une accompagnatrice qui a fait un énorme travail de les mettre en confiance parce que ce n'est pas facile en fait comme exercice. Et on a ensuite posé les quelques phrases qu'ils avaient écrites sur une musique qui a ensuite donné lieu à un montage où on a retrouvé tous les petits textes qui avaient été écrits. Donc, un moment où vraiment les personnes sont allées un petit peu au bout de leurs limites et ont pu expérimenter des choses dont elles sont sorties très satisfaites. Et on a terminé la journée avec un ciné-débat autour du film Champion de Mona Achache, avec Kenji Girac dans le rôle principal. Donc, Kenji qui joue un personnage d'un jeune homme en situation d'illettrisme et qui se retrouve contraint de reprendre l'entreprise familiale et qui, de fait, se trouve confronté à de grandes difficultés administratives, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Ça a donné lieu à beaucoup de témoignages très touchants et beaucoup de réflexions du public qui n'imaginait pas forcément toutes les difficultés concrètes auxquelles les personnes pouvaient être confrontées. Alors, le bilan de cette journée, au total, on a touché à peu près 85 personnes. On va dire une quarantaine sur le temps du forum et puis une quarantaine sur le temps du ciné-débat. Bon, voilà, sur le forum, on aurait pu en espérer un peu plus, mais c'était déjà très bien. Après, voilà, on peut toujours se dire qu'on aurait pu être meilleur en communication. Peut-être que la météo aussi était contre nous, mais enfin, ça a quand même touché 40 personnes, c'est pas négligeable. On était surtout très, très contents parce que d'avoir associé vraiment à la construction de l'événement des personnes en situation d'illettrisme, ça permettait de mobiliser beaucoup de compétences chez elles qui n'étaient pas seulement des compétences de base sur l'écriture et la lecture, mais aussi du savoir-être ensemble, des compétences techniques. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, c'est un événement qu'on a monté quasiment sans que ça nous coûte rien. Donc, ça a quand même le mérite d'être souligné. Si ce n'est le pot qu'on a offert à l'issue du ciné-débat, voilà, où on a financé un petit peu les boissons. C'est un événement qui a été entièrement gratuit. Donc voilà, une opération qu'on pourrait imaginer réitérer. Voilà, bon, je suis allée très, très vite parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais si après des personnes veulent rentrer directement en contact avec moi pour que je donne plus d'explications, il n'y a pas de souci. Voilà. Sandrine, moi j'avais une petite question par rapport au ciné-débat. Est-ce que la teneur du débat, est-ce que les gens se sont exprimés facilement sur cette problématique? Quelle tournure a pris le débat justement après le film? Alors peut-être, Géraldine, tu pourrais répondre encore mieux que moi, Oui. puisque tu as animé ce débat et que moi, je n'ai pas été présente tout du long du débat. Moi, j'ai été très surprise justement de la diversité du public. Pour le coup, je connaissais personne. Et il y a eu des témoignages très forts qui sont sortis assez vite. Même pendant le film, en fait, je trouve que ça réagissait. Donc, bon, je vais pas tout spoiler, mais il y a quand même des moments un peu où on voit que le personnage principal est en difficulté. Et vraiment, déjà, ça prenait à ce moment-là. On était voilà, dans la salle de la médiathèque, donc pas dans un cinéma et tout, mais l'ambiance a bien pris. Et du coup, oui, on a eu des témoignages de personnes qui ont eu des vécus scolaires douloureux. On a eu des témoignages de personnes qui avaient eu des difficultés à accéder à de la formation. Et c'est pour ça que c'était aussi très intéressant d'avoir
Il n'y avait pas que moi, finalement. Il y avait Pôle emploi qui était, à l'époque, on disait Pôle emploi, donc j'ai le droit de dire Pôle emploi, qui était présent, qui a pu rapidement intervenir en expliquant qu'il y avait des choses qui étaient mobilisables tout de suite, d'avoir éducation, formation et Greta qui étaient présents, et du coup des formateurs qui étaient présents aussi pour l'échange après. Honnêtement, si on n'avait pas poussé en disant il y a un pot, on peut continuer autour d'un verre, je suis sûre qu'on y était pendant encore très très longtemps. Donc non, je pense que l'enjeu de la journée sur le global et d'avoir eu un espace très bienveillant pour s'exprimer, les personnes s'en sont saisies. Merci Donc ça marche. d'avoir. Oui, c'est ça, c'est quand on met en place un environnement propice aux échanges, ça permet aux gens de s'exprimer, de se livrer. Oui. Voilà, super, merci beaucoup. Merci. Merci Sandrine pour ce retour d'expérience de cette journée l'année dernière. Et on va terminer ces témoignages avec non pas un retour d'expérience, mais plutôt une projection pour cette année avec Florence Toulek, donc référente partenariale Savoir Essentiel de Fodeno au Havre, qui va nous expliquer tout ça. Alors bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne suis pas dans mes locaux, c'est un peu compliqué. Donc voilà, Florence Toulek, je travaille pour un organisme de formation associatif qui existe depuis 1986 et nous sommes mandataires sur l'action de région Savoir Essentiel sur le territoire du Havre avec 2 autres organismes qui sont co-traitants, Éducation et Formation et Récif. L'année dernière, nous avons mis plusieurs actions en place pour les JNAI. Et cette année, après un échange avec Aïcha au sujet du parrainage de Michel Bussy, a jailli une idée qui rejoint d'autres idées qui ont déjà eu lieu. Cette fois-ci, c'était de faire de nos apprenants des lecteurs-acteurs de textes d'écrivains normands. Alors, on a la chance au Havre d'avoir des écrivains qui sont nés au Havre, qui ont travaillé au Havre, qui ont même enseigné au Havre. Donc, j'ai eu la chance aussi d'aller dans un lycée où un grand écrivain français a enseigné. Donc, l'idée, elle est venue de proposer des textes à nos apprenants. Ils vont en choisir. Alors, je vous dirais qu'il y en a certains où ils vont être un peu aiguillés, mais d'autres, après aussi, ça va être au choix. Et ils vont les travailler. Alors, déjà, on va travailler avec eux la compréhension du texte, essayer qu'ils se les approprient, qu'ils les ingèrent, qu'ils les digèrent et qu'ils les retransmettent ensuite à d'autres, et sous forme de capsules vidéo, mais aussi pourquoi pas de petits spectacles qui va être fait dans les bibliothèques ou à destination d'autres associations. Donc, pour vous donner un exemple, ils vont être à peu près une douzaine. Ils sont volontaires et ils vont commencer demain après-midi, on démarre. Et on a quelques idées. Alors, pour vous donner un exemple de texte, pour un art poétique de Raymond Queneau, qui est plutôt un texte très, très ludique, qui peut être drôle et qui parle bien aux personnes en situation d'illettrisme. Nous, Michel Bussy parlait d'atelier d'écriture. Moi, je le travaille souvent en atelier d'écriture, ce texte. Et quand on parle de voyage, là, on est sur un voyage plutôt culinaire avec les mots. On fait une recette, on ajoute, on enlève, etc. Donc, ça parle bien aux personnes. Et l'idée, voilà, ça va être de s'approprier ces textes et de pouvoir les jouer, faire une lecture théâtralisée de ces textes. Voilà, est-ce qu'il y a des... Pour l'instant, voilà, on est sur la genèse du projet, oui. On débute demain, donc là, on est dans la réflexion. On a commencé à aborder le sujet avec les apprenants, mais après, je pense qu'ils s'approprient très vite ce type de projet, ils vont le faire évoluer, ils vont sûrement dépasser toutes nos attentes et toutes nos envies. Donc, ça sera pour le mois de septembre où on aura les capsules vidéo qui seront faites et qui pourront ensuite être diffusées. Et puis, on a un site Savoir Essentiel sur le groupement du Havre où on diffuse énormément de choses, notamment tout ce qui a été fait l'année dernière sur les JNAI. Il y a un petit film qui est sur le site. Donc voilà, ça va alimenter aussi ce site et ils vont repartir avec leur capsule vidéo pour pouvoir être aussi fiers à un moment de valoriser aussi l'investissement et le travail qu'ils ont fait.
Merci Florence, c'est voilà un effet direct de la participation d'un parrain que vous êtes, Michel Bussy. Florence, est-ce que tu nous laisses la surprise ou tu nous dis sur quel texte de Michel Bussy Alors, ont planché ils tes n'ont pas encore apprenants? choisi, ils n'ont pas choisi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir certains textes en BD a beaucoup aidé et ils vont plutôt vers les textes qui sont en BD plutôt que les textes qui sont tout en mots, comme ils m'ont dit, parce que c'est plus facile pour eux, ils voient, ils arrivent à voir. Je pense qu'ils ont, ça leur fait moins peur, je pense, le fait qu'il y ait la BD. Donc, ils sont allés plus naturellement. Ils n'ont pas encore fait leur choix, parce que demain, on va commencer, parce que c'est toujours aussi la partie débat. Hein. Il faut qu'ils soient d'accord, donc c'est tout un travail aussi, il y a plein de compétences qui sont mises en jeu ensuite derrière. Donc, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur le texte avant de pouvoir commencer à travailler dessus. Ils vont travailler tous ensemble sur tous les textes, et après, ils vont choisir quel texte ils veulent interpréter plus qu'un autre et surtout nous expliquer pourquoi. On va vraiment travailler avec eux sur tout ce qui est accessibilité à la lecture. Tout à l'heure, Michel Bussy parlait du voyage, hein, on voyage vers des mondes avec les mots, etc. On remarque quand même que même s'ils ont des difficultés en lecture, il y a des mots qui font vraiment écho en eux et ils vont plutôt vers certains textes plutôt que d'autres parce que justement, un parcours personnel, un sentiment, un moment en ce moment de leur vie qui fait écho à ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent. Donc là, pour l'instant, on est vraiment plutôt sur ce type de texte. Eh ben, on a Mais hâte ils n'ont de pas encore voir. choisi. On a hâte de voir ces fameuses capsules vidéo. En tout cas, on les valorisera comme toutes les actions hein, dans le cadre des JNAI, on valorisera toutes les actions qui seront mises en place. Ah, il y a du beau monde. Hein. Pour l'instant, les textes, on a Raymond Queneau, on a Victor Hugo, Maupassant, Flaubert, Sartre et Michel Bussy. Voilà. Et on espère avoir au moins, c'est pas mal hein, comme compagnie. On espère avoir au moins 4 capsules. On en aura peut-être plus. Comme je vous dis souvent, ils voient beaucoup plus que nous. Donc, je pense que s'ils aiment, on en aura peut-être plus. Et pour Super. Sartre, ils sont partis sur plutôt des textes assez difficiles. Hein. Ils ont fait ce choix-là pour l'instant, 2-3 textes. Donc, on verra. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont choisir. Eh ben, on aura la surprise en septembre, puisque là, les Voilà. JNAI seront pendant le mois de septembre. Et, voilà, je laisse le suspense. Voilà, tout à fait. Merci Florence. De rien, merci. À bientôt. Merci beaucoup, Florence, pour. On le voit là, déjà cette projection en septembre, hein, comme dit Aïcha. Et puis on a voilà, il y a une réaction, Anne Guérin qui disait que c'est un projet enthousiasmant. Enfin, c'est vrai que du coup, ça donne envie. Je sais pas, comme ça, je demande à chaud, Michel Bussy, si vous avez une réaction quand du coup, vous entendez ce témoignage. Alors, je n'ai pas de son, je crois. Si. Si. Si, vous m'entendez? C'est bon. Si. Ah d'accord, parce que je vois que mon micro est désactivé, donc ok. Non, c'est bon. Donc c'est oui, très très bien. Non, c'est ce que je disais. C'est vrai que c'est toujours intéressant de partir sur sur des textes et de partir comme ça. On est parfois surpris effectivement que les apprenants vont aller sur des textes qui peuvent être des textes qui nous apparaissent difficiles. Et voilà, et ça c'est intéressant. Ou partir au contraire sur de la BD ou sur des choses de ce type. Donc voilà, comme je disais, il y a pas beaucoup de points communs entre Queneau, Victor Hugo, Wettex, etc., Chartres, et ils vont pouvoir comme ça voir toute la diversité toujours pareil, ce qui est surprenant, c'est d'utiliser les mêmes mots et d'aller vers quelque chose de très simple à quelque chose qui peut être très, très, très complexe. Donc, une nouvelle fois, ce sont des mondes qui s'ouvrent et certains vont sans doute très vite avoir besoin de choses complexes, ils ne comprennent pas forcément, etc. D'autres d'aller vers des choses simples. Et voilà, puis comme nous, on est des lecteurs qui aiment aussi lire des choses très différentes, donc je pense que eux aussi. Donc maintenant, bravo pour toutes ces actions dans toute leur diversité. Et puis, ce que je retiens aussi toujours, hein, c'est la dimension ludique, c'est qu'il y a évidemment une dimension utile, forte, mais enfin, vous savez mieux que moi, sans doute, puisque vous travaillez au quotidien, mais je pense qu'il y a quand on ne sait pas lire, et bien sûr, c'est
handicap dans la vie quotidienne, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui fait qu'on se dit qu'on passe à travers enfin, on rate des choses qui peuvent être peut-être plus profondes ou plus fines ou plus voilà. Enfin, je pense qu'il y a par rapport à comment dire par rapport à soi-même, eh bien, je ne sais pas si on voit des gens rire ou échanger des mots, etc. Et de passer à côté de ça, c'est effectivement se dire que on a aussi envie de partager cette finesse-là. Enfin, on le sait bien, tout ne passe pas par les images, tout ne passe pas par la voix, et voilà. Et parfois de se dire qu'il y a comme ça toute une, tu vois, c'est pas juste les grands textes littéraires, une nouvelle fois, hein, il y a toute une richesse de communication dont on est exclu, et sans doute où on se sent, comment dire, presque capable de le faire, on serait capable de le faire à l'oral, on serait capable de le faire autrement en l'écoutant, et, on se sent démuni parce que finalement, tout le monde autour de nous va dire que la lecture, c'est quelque chose qui permet d'aller encore plus loin que d'écouter la radio, que d'échanger une conversation, etc. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est comme ça, là, toujours pareil, il y a une espèce d'univers qui est interdit et qui doit être d'autant plus frustrant que voilà, cet univers est interdit. Voilà, c'est comme s'il y avait un grand jardin avec un portail et qu'on ne pouvait pas y accéder, alors que finalement, ce jardin semblait presque plus attirant que ce qu'on vit tous les jours. Voilà. Donc, il y a effectivement la capacité à pouvoir remplir des formulaires administratifs, qui est indispensable dans la vie de tous les jours, et aussi la capacité à accéder à des émotions, à des sentiments, simplement d'une forme d'intelligence. Et voilà, quand on sait qu'on est intelligent dans sa tête et qu'on ne peut pas accéder à cette intelligence-là, bien, ça doit être extrêmement frustrant, et du coup on le cache, etc. Enfin, c'est évident que c'est cette frustration-là. Donc c'est très bien d'aller vers des choses poétiques, ludiques, attractives, avec en dehors effectivement du travail d'apprentissage qui est forcément, enfin c'est pas au quotidien, mais qui est forcément un travail scolaire, enfin qui suppose évidemment un effort d'apprentissage, mais qui est le comment dire, qui est nécessaire si on va apprendre à conduire, si on veut parler de n'importe quel apprentissage. Mais au-delà de cet apprentissage-là, il y a cette, je pense, cette dimension ludique et de distraction qui me semble être essentielle, moi, en tant qu'écrivain. Merci. Du coup, oui, ouvrir des nouvelles portes, arriver à pousser des nouvelles portes, voilà, et s'autoriser à aller dans ce jardin, comme vous avez dit. Et pour continuer, justement, ça va être permis alors c'est permis tout au long de l'année, mais c'est vrai que les actions du mois de septembre, c'est le temps fort où tout est mis en exergue. Donc, pour aller encore plus loin que les témoignages qu'on vient d'avoir, on vous propose quelques idées d'actions qu'on va illustrer avec Aïcha. Donc, un type d'action que vous pouvez, qui peut être menée, hein, parce que là, on a pris des exemples, on aurait pu faire intervenir plein d'autres gens. Hein. On l'a dit, en Normandie, il y a des centaines d'actions chaque année. Hein. C'est toujours un crève-cœur pour nous de sélectionner des gens qui témoignent. Hein, que tout le monde, ceux qui sont là et qu'on ont fait, nous en excusent à l'avance. Il faut toujours qu'on fasse un choix. Donc, on a fait ce choix-là aujourd'hui avec les 3 témoignages qu'on a eus. Qui viennent de passer. Vous pouvez aussi, lors des Journées nationales, et l'année dernière, on sait qu'il y en a, et ça fait même plusieurs années qu'elle vient en Normandie, une personne qui commence à être très connue en région, qui s'appelle Aline Le Guluche, qui a donc écrit 2 livres, hein, Aline. J'ai appris à lire à 50 ans et mon combat contre l'illettrisme, qui est devenue vraiment une ambassadrice, une ancienne personne en situation d'illettrisme, qui a décidé de porter la parole pour justement inciter toutes les personnes qui étaient comme elle à aller vers la formation et à sortir de cette difficulté qu'est l'illettrisme. On vous a aussi mis un autre contact possible, c'est Jean-René Mahé, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle « Un ancien illettré au service de ses semblables », qui lui aussi revient sur son parcours. Donc, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire témoigner. Donc, voilà, sachez, ça c'est deux illustrations qu'on vous donne, 2 exemples d'anciennes personnes en situation illettriste qui ont écrit des ouvrages qui pourraient venir témoigner. Hein. Je continue et puis moi je vois pas, mais je regarde au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à réagir, hein, parce que c'est vrai que l'idée c'est que vous soyez un peu tous
acteurs et participants à ce webinaire. Je sais que c'est frustrant, mais on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Mais réagissez aussi dans le chat si vous avez des idées d'action, hein, mettez-les par exemple. Un autre type d'action qui peut être menée, qu'on n'a pas forcément fait souvent, mais pourquoi pas, ça pourrait être bien d'arriver à faire ça en région. Il y a un spécialiste de la problématique de l'illettrisme qui s'appelle Hugues Lenoir, qui vient de sortir, qui a sorti en début d'année dernière un livre qui s'appelle tout simplement L'illettrisme, sociologie et pédagogie, qui pourrait faire l'objet par exemple d'une conférence. Voilà, alors ça va peut être une conférence en présentiel, ça pourrait être un webinaire comme on le fait aujourd'hui, pourquoi pas. Voilà, ça c'est vraiment des pistes qu'on vous lance et qu'on vous donne. Hugues Lenoir, ouais, c'est vraiment quelqu'un qu'on aimerait faire intervenir en région, si c'était possible. En termes de films, alors on a parlé, du coup, Sandrine nous a parlé à Elbeuf de la projection de Champion, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, il y a plusieurs films qu'on va vous citer. Donc Champion, elle l'a bien évoqué, elle l'a bien présenté. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez le diffuser, c'est possible. Il faut contacter Géraldine, comme c'est mis à l'écran. Vous pourrez le diffuser lors des JNAI. Il y a 3 autres films qu'on vous propose, qui sont autour de cette thématique et sont vraiment intéressants aussi comme un support pour travailler cette problématique. Le film Illettré, qui est un film qui est inspiré d'un roman, le roman de Cécile Ladjali. Donc lui, il est disponible sur YouTube, il est accessible à tous. C'est vraiment aussi un film très fort, un peu comme Champion. On est sur vraiment là... Léo, là, le personnage, il est en situation d'illettrisme, il est en emploi et je ne divulgage rien en disant le début, c'est qu'il est au début victime d'un accident du travail, sur son lieu de travail. Et du coup, là, il va falloir qu'il va être révélé sa difficulté, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour vraiment arriver à vaincre cette situation d'illettrisme. Donc, un très beau film aussi qu'on vous conseille. Un troisième film, là, c'est des films plus récents. Là, il est un petit peu, il a quelques années, mais il est toujours aussi fort. Brillante, qui est sorti en 2022. Là, c'est toujours pareil, c'est toujours en milieu professionnel, parce qu'on l'a dit, c'est important aussi. Et puis, ça mêle plusieurs thématiques. De l'illettrisme, il y a aussi la thématique vraiment de la solidarité féminine dans ce film qui est forte. Et puis, c'est dans un milieu de femmes de ménage en entreprise. Et là, on est encore sur une héroïne qui est en situation d'illettrisme, qui devient déléguée du personnel et qui va devoir, pareil, faire... mettre en place et toujours pareil, est-ce qu'elle dit qu'elle est en situation d'illettrisme, est-ce qu'elle le cache et tout ce que ça a comme conséquence. Donc ça, c'est plutôt en partenariat avec un cinéma, si vous voulez le projeter, parce qu'il est assez récent comme film. Et puis un dernier film qui est le plus récent de la liste, c'est Les Petites Victoires, qui est sorti l'année dernière. Donc là, la personne en situation d'illettrisme, c'est Michel Blanc dans le film, qui lui retourne à l'école pour réapprendre à lire et à écrire. Donc ça, c'est pareil, comme il est récent, si vous voulez le diffuser, ça sera en partenariat avec un cinéma. Voilà sur les films possibles utilisables qui sont des bons supports, on l'a vu à travers le témoignage tout à l'heure, pour après avoir un échange à l'issue du film avec les personnes présentes. Après, si je continue sur le spectacle, je vais peut-être passer la parole à Aïcha pour la suite. Je vais voir. Aïcha, si tu veux prendre le relais. Vas-y, tu peux faire le spectacle et je te laisse la suite. Sur le spectacle, alors il y a un spectacle pareil qui a déjà eu plusieurs représentations en Normandie, mais il est loin d'avoir fait le tour de la Normandie. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez faire un spectacle sur la thématique, vraiment, au pied de la lettre. C'est vraiment... construit sur l'illettrisme et tout ce que ça a comme conséquence dans la vie quotidienne, alors professionnelle, administrative. Michel Bussy parlait de remplir les dossiers administratifs, en emploi, au quotidien. Donc, ce sont des comédiens qui ont monté ce spectacle et qui tournent depuis maintenant quelques années. Et je crois qu'ils ont dit la dernière fois que je l'ai vu, qu'ils allaient le faire évoluer en plus, parce que voilà, par rapport aussi à tout ce qui est l'électronisme, ils l'évoquent dedans, mais la difficulté par rapport à l'écran et au numérique. Donc, un spectacle qu'on conseille aussi sur cette thématique.
Alors merci Sandra pour ces quelques possibilités d'action. Je vais vous parler moi maintenant des différentes ressources que vous pouvez utiliser pour mener vos actions. Et je commencerai par le premier qui est un kit illettrisme qui a été réalisé par la région avec les organismes de formation dans le cadre du PRIC. C'est un flyer qui vous détaille un petit peu les aspects des situations d'illettrisme, les postures à prendre. Et puis, il y a également trois vidéos témoignages qui sont liés à ce kit illettrisme que vous pouvez bien évidemment utiliser dans vos actions, les diffuser, en discuter, etc. Vous avez d'autres types de ressources. On en a un peu parlé tout à l'heure, Sandrine, je crois, dans son forum, des jeux pédagogiques. Alors, ça marche assez bien, les jeux pédagogiques en apprentissage. Et donc, sachez qu'au CRIA, au Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme du Carrefour-F, nous avons à disposition des jeux pédagogiques que vous pouvez venir emprunter gratuitement, hein, pour pouvoir les utiliser et puis ensuite pouvoir les acquérir vous-même. Pour cela, il faut contacter notre collègue Nathalie Riandière-Laroche, hein, qui se fait toute discrète mais qui est là. Et donc voilà, vous pouvez la contacter pour pouvoir venir voir un peu ce qu'elle a en stock dans les jeux pédagogiques. Le FALC. Le FALC, c'est facile à lire et à comprendre, à ne pas confondre avec le facile à lire, qui est une offre de lecture qui est présente dans les bibliothèques. Mais le FALC, c'est une manière d'écrire pour rendre la communication accessible à un grand nombre de personnes, et notamment des personnes peu lectrices. Donc c'est une manière d'écrire, avec, effectivement des pictogrammes, mais aussi une manière d'alléger un petit peu son rédactionnel pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre ce que vous écrivez. Donc ça, c'est une méthode qui s'apprend et qui est disponible, que vous pouvez facilement acquérir. D'autres types de ressources, alors voilà, je parlais du facile à lire. Le facile à lire, dans énormément de bibliothèques, vous allez trouver des étagères avec des livres qui sont faciles à lire. Ce sont des livres destinés à des adultes, mais qui ne sont pas, qui sont faciles à lire, hein, par définition. Il y a une sélection de livres qui est faite par un comité de bibliothécaires, et ce sont des livres qui sont à disposition des adultes, parce que quand on est peu lecteur, c'est pas toujours valorisant d'aller chercher des livres dans le rayon jeunesse pour pouvoir lire des choses. Et donc cette collection, hein, facile à lire, que vous trouverez dans les bibliothèques, elle peut être vecteur de facilitation en termes de lecture et d'accès, en tout cas, à une première marche de lecture pour ce public peu lecteur. Des livres à soi, alors ça, effectivement, c'est plus à destination des bibliothèques qui les mettent en place, mais c'est aussi une manière pour des adultes de s'approprier la lecture avec des enfants. Je vous en dis pas plus. Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, adressez-vous aux médiathèques de votre territoire, et vous aurez toutes les informations euh, qu'il faut. Une dernière action peut-être en bibliothèque, enfin pas que en bibliothèque, c'est ce qu'on appelle la bibliothèque humaine. Donc plutôt que d'ouvrir un livre pour lire une histoire, en fait, on parle à un humain qui, lui, nous raconte son histoire. Et donc, c'est un peu l'esprit de la bibliothèque humaine, que j'ai découvert ça avec Média Formation, il y a quelques années maintenant, qui avait fait des actions de bibliothèque humaine, et c'est incroyablement enrichissant d'écouter ces personnes nous raconter leurs histoires de vie. Donc voilà, quelques exemples à nouveau de ressources que vous pouvez utiliser et intégrer dans vos actions.
La troisième, elle est chez nous, au Carrefour F de Normandie. Nous avons une expo quiz. Donc, ce sont cinq panneaux d'affichage avec 9 questions et une manière un peu ludique d'aborder la problématique de l'illettrisme, voilà, par le jeu de questions-réponses. Et cette expo quiz, vous en avez un exemplaire disponible à Caen, un exemplaire disponible à Rouen, et vous pouvez venir, en tout cas, la réserver pour pouvoir l'utiliser pendant vos actions JNAI. Voilà, une autre manière d'aborder la problématique de l'illettrisme pour pouvoir sensibiliser euh, en interne dans vos structures ou vos partenaires, etc. Des actions pour faire prendre conscience. On va passer très vite parce que ça fait partie des choses que vous connaissez bien. C'est des débats, des tables rondes avec des partenaires. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ce que c'est que cette problématique de lutte contre l'illettrisme, et ça mérite des explications, ça mérite des échanges. Et donc, voilà, vous pouvez utiliser des challenges, des concours, des jeux de pistes. Vous pouvez aussi faire un petit focus en interne de vos organisations, dans une réunion de service, par exemple. C'est une action de lutte contre l'illettrisme. En parler en interne auprès de vos collaborateurs, c'est une action de lutte contre l'illettrisme. Sensibiliser les équipes, faire à un moment donné de la journée un quart d'heure lecture. Alors, ça se fait beaucoup au niveau scolaire, mais pourquoi pas le faire aussi au niveau des structures. Enfin voilà, c'est quelques exemples comme ça qu'on vous a mis sur le papier pour vous donner quelques idées, mais il y en a encore plein d'autres, et je suis sûre que vous avez une imagination débordante pour pouvoir mener plein d'actions adaptées à votre contexte professionnel. Sandra, Oui, merci. Alors non, on va voilà, donc on sur le passe. label, ouais, je vais laisser la parole à Géraldine pour tout ce qui est labellisation des actions. Je sais pas, après Géraldine, tu veux partager la page directe ou je laisse le reste là-dessus, Ouais. dis-moi. On peut laisser comme ça. Je vais partager le lien Oui. de toute façon dans le chat. Oui. Donc en fait, j'étais en train de tester un peu en ligne et je vois que a priori c'est déjà ouvert. Et oui, il y a jusqu'au 3 septembre pour faire sa demande de labellisation. Donc vous avez largement le temps de réfléchir à l'endroit, le contenu, vos intervenants. Vous pouvez aussi faire votre demande de labellisation et que tout ne soit pas parfaitement construit. Ce qui vous est demandé, c'est de parler d'illettrisme dans votre proposition d'événement. Voilà. Vous pouvez effectivement prendre contact avec nous si vous avez besoin de cheminer ou que vous cherchez des intervenants. Il faudra par étape remplir l'ensemble du questionnaire pour obtenir la labellisation. L'événement, entre autres, il doit être gratuit, dans le sens où pour les personnes en question que vous conviez, on n'achète rien, on ne vend rien. En tout cas nous à NLCI, et du coup nos labellisations non plus ne doivent pas permettre cela. Ce que je pourrais rajouter, oui, précisez votre adresse, parce que chaque année on a un mapping, vous voyez peut-être apparaître la carte de France avec tous les endroits où se déroulent les événements, et et c'est intéressant de pouvoir voir cela, et ça nous aide aussi à géolocaliser. Donc normalement ça se fait de façon intuitive avec l'outil. Vous précisez votre adresse et ça apparaît, et quand vous ne précisez pas l'adresse en entier, vous pouvez avoir un petit curseur qui apparaît n'importe où. On a eu des événements l'année dernière qui avaient lieu au milieu de l'océan Indien, ce qui était surprenant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Ça nous fait gagner du temps de ne pas avoir à tout repréciser à votre place aussi, donc c'est appréciable. Et n'hésitez pas à préciser aussi votre visuel, sinon on met nous le logo Agir ensemble contre l'illettrisme, mais du coup mettez le vôtre, c'est mieux, en tout cas l'organisme porteur. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, non, j'étais surprise que ça soit déjà ouvert, mais tant mieux. Peut-être rajouter juste, Géraldine, qu'une fois que Ouais. la demande est labellisée, vous recevez donc un mail comme quoi Oui. c'est labellisé, et un kit, vous recevrez un petit kit de communication aussi. Oui, vous recevez le petit kit de communication, dont notamment les visuels. Alors ça, c'est au choix, hein. Vous pouvez ne pas le recevoir si vous ne le voulez pas, mais en général, on vous envoie de quoi vous aider à communiquer sur la campagne, et donc notamment des flyers, des cartes postales, des posters, avec les visuels de campagne de cette année. Voilà.
Et Et puis, puis vous du pouvez. coup, en termes de communication aussi, après, cette labellisation, elle permet Oui, aussi qu'il y ait une communication qui est faite par la NLCI de toutes les actions oui. menées dans les territoires. Que ce soit au niveau national ou au niveau local, on communique sur ce qui se passe en ce moment. Et heureusement, hein, ça sert à ça, c'est l'objectif même de la campagne. Et donc de faire savoir aussi que, alors, du coup, préciser aussi si votre événement est ouvert au public ou pas. Quand c'est ouvert au public, on le fait savoir, ce qui peut vous aider à avoir un peu de monde. Voilà. Alors, je pense, s'il y a des questions sur la labellisation, n'hésitez pas à demander, mais après, on pourra aussi revenir dessus. Et Géraldine a mis le lien en plus, hein, donc, Ouais. et puis ce qui est bien, c'est tout l'avantage, c'est pour ça que moi j'insistais un peu dans le chat à ce que vous réagissiez, mais j'ai déjà vu qu'il y a une proposition par Sylvie Gilbert de pourquoi pas organiser une Oui, conférence à destination des professionnels, conseillers en évolution pro avec oui, ouverture aux équipes de transition pro, organismes de oui. formation, à réfléchir à la construire ensemble. Donc merci Sylvie de lancer une proposition, c'est toujours bien. Après, on a eu des retours aussi hein, de Fabrice Carrière de la bibliothèque départementale de l'Eure qui témoigne hein, que près d'un an après la venue d'Aline Neguluche, dont on parlait tout à l'heure, hein, le public et les bibliothécaires nous parlent encore de son témoignage. Aline, c'est vrai que quand elle parle, ça marque, hein, ça reste ancré. Hein, c'est toujours pareil. Et puis, qu'il y avait aussi une diffusion de champions en présence des réalisateurs. Donc, moi, je vous invite, hein, on a encore, moi, je suis contente, je vois qu'on a bien tenu le timing, c'est toujours un challenge pour nous, mais moi, je trouve toujours important qu'on termine à l'heure et pas après l'heure, parce que on sait qu'on a tous des agendas très remplis, donc il est 15h25 et nous, on vous a dit l'essentiel des messages qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Si vous avez des choses à nous dire, allez-y, réagissez dans le chat, c'est le moment. Vous pourrez aussi après, hein, évidemment, mais là, n'hésitez pas à le faire. On vous invite aussi je conclus, c'est le dernier visuel qu'on aura à nous contacter, hein, parce qu'aussi, on vous rappelait que nous, en tant que centre sociétrice à l'alphabétisme du Carrefour F de Normandie, c'est-à-dire Aïcha, Nathalie et moi, et puis Géraldine pour la NLCI, on est là pour vous accompagner pour toutes ces actions. En septembre, certes, mais tout au long de l'année, je le rappelle. C'est important. Hein. Septembre, c'est un temps fort, mais l'idée, c'est que ça s'ancre, qu'il y ait des choses qui s'ancrent dans les territoires, ce qui est déjà le cas dans plein de territoires. Mais aller encore plus loin dans la collaboration avec d'autres acteurs, c'est toujours plus riche, vu qu'on sait que c'est vraiment une thématique qui est transversale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour si vous avez des questions, si vous avez envie de mener une action, mais vous ne savez pas trop. Enfin, voilà, on est là pour ça. Hein. Aujourd'hui, c'était pour vous présenter globalement, et puis c'est aussi pour vous dire qu'on est là pour vous aider à monter des actions. On peut aussi évidemment participer aux actions. On ne pourra pas se dédoubler, être partout, ça c'est toujours la problématique. Hein. Mais voilà, prenez nos coordonnées et n'hésitez pas à contacter. Je laisse mes collègues compléter s'il y a des choses que j'ai oublié de dire. Et puis, la petite mot de conclusion, Géraldine, je ne sais pas de ton côté. Mais écoutez, j'espère que vous serez créatifs parce que c'est aussi ça qui est sympa avec cette campagne, c'est à la fois d'avoir des événements avec les personnes concernées, avec les apprenants, avec les professionnels et de voir chaque année de nouveaux partenaires intégrer la campagne et y rester. C'est-à-dire que les JNAI, c'est un temps aussi où on peut faire un petit point sur ce qui s'est fait l'année d'avant et voir comment on a cheminé. Et c'est toujours agréable de voir comment ça évolue. Ça va avec les chiffres qu'on a vus cette année. Ça sera aussi l'occasion de reparler de la suite de l'enquête qui est sortie ce mois d'avril. Voilà, donc du coup, prenez le temps d'y penser. On est tôt là, je trouve, en amont. C'est aussi ça qui est sympa, c'est qu'on a été contacté assez tôt pour savoir justement s'il y aurait de nouvelles choses cette année. Bon, il y en a toujours un petit peu. Donc du coup, n'hésitez pas à participer, à prendre le temps de construire vos événements pour voir les choses évoluer avec nous. Quelques petites questions dans le chat. Le thème de cette année, Marion, c'est en fait le même que celui de l'année dernière. Je me souviens plus, le mot d'ordre, c'est illettrisme en parler Pour avancer. pour avancer. Voilà. Donc c'est la même thématique que l'année dernière. Et puis Fabrice Carrière qui nous demande si on pourrait avoir une liste ou un récapitulatif de toutes les collectivités, les associations, les sociétés, les personnalités impliquées dans la lutte contre l'illettrisme en Normandie,
Fabrice est très gourmand d'informations. Effectivement, toutes ces informations-là, on pourra éventuellement, on va de toute façon valoriser, et tous les acteurs sont valorisés sur notre site internet aussi. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on va diffuser, bien évidemment. Peut-être dire qu'on enverra le lien de ce support à tout le monde. Et puis, Pas vraiment, aujourd'hui, je précise, Aïcha, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si on l'envoyait aujourd'hui. Peut-être pas dès aujourd'hui, mais on va voir. Mais voilà, on va d'abord vous envoyer si vous voulez les supports, si vous voulez les avoir dès maintenant, parce que le replay va pas être disponible tout de suite, comme je l'ai dit en introduction. Donc, on peut vous faire un premier envoi avec les supports qu'on vous a présentés aujourd'hui. c'est ça qui Peut-être était pas dans la demandé, hein. foulée. C'était Voilà, les c'est ça. PowerPoint. Voilà, c'est c'était pour les ça. supports. Et c'est vrai que l'idée, c'était tout envoyer en même temps, mais on va faire en 2 temps. Mais D'accord. peut-être pas dans la foulée. Je vous garantis pas dans la foulée aujourd'hui, mais rapidement. Et puis un très grand merci à Michel Bussy de vous être rendu disponible, hein, pour nous. On va abuser encore un petit peu de votre temps. On va vous envoyer un autre lien pour pouvoir faire la capsule vidéo d'ici quelques minutes, Michel. Et puis, D'accord. mais vraiment, vraiment un grand merci de nous soutenir dans cette cause, hein, qui est l'illettrisme, qui a besoin de rayonner. Et puis voilà, c'est aussi pour la Normandie. Ouais, il y a plein d'applaudissements pour vous sur ce webinaire. Merci en tout cas. Enfin, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté Merci beaucoup. cette invitation.